Ben, ce qui se passe en Ukraine, c'est que c'est un pays qui est divisé. Il y a une partie, qui est la partie de Lvov, en gros, qui, avant la guerre, était polonaise. Et il y a une autre partie qui est à l'est, qui est la partie d'influence slave russe. Et ces deux parties sont unies. Alors il y a un esprit d'indépendance nationale, il y a un esprit d'unité nationale en Ukraine. Mais on peut jouer avec le feu et jouer sur cette division. Alors voilà qu'aujourd'hui, dans la logique qui est celle des intérêts de la City de Wall Street, qui contrôle les gouvernements anglais et américains, on se livre à des provocations vis-à-vis de la Russie. Alors la Russie se considère encerclée par les ABM au niveau militaire, qui ont été déployés ou qui seront déployés, et se considère également sous pression avec la déstabilisation en Syrie qui porte vers le Caucase, et la déstabilisation maintenant en Ukraine. Alors, en Ukraine, les intérêts, disons, des services anglais et américains jouent sur les gens avec lesquels ils ont toujours conservé des relations, c'est-à-dire cette tendance ultranationaliste, antisémite et néo-nazie pour certains, de Svoboda, ou de mouvements comme celui qu'on appelle SS, avec ses initiales qui veulent tout dire, ces mouvements-là qu'on alimente, qu'on fait surgir, et on crée une tension très grande. L'Ukraine, c'est pour une grande partie des Russes, une partie même de la Fédération de Russie, c'est la Russie. Et il y avait un accord du 5 décembre 1994, signé entre les États-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie à l'époque, et le Royaume-Uni, pour que l'indépendance nationale et la souveraineté de l'Ukraine soient respectées. Et voilà qu'elle ne l'est pas aujourd'hui. Donc les Russes réagissent, ce qui est normal, dans une situation où, de chaque côté, du côté de l'OTAN comme du côté russe, on a maintenant une décision de prévoir éventuellement des frappes préventives. L'OTAN pour défendre soi-disant les droits de l'homme et la démocratie, et la Russie pour défendre son territoire. Donc on a une situation extrêmement dangereuse, plus dangereuse peut-être qu'à aucun moment de la guerre froide après la crise des fusées de Cuba. Donc voilà que les deux sont face à face et qu'on peut avoir cette affaire d'Ukraine continue, et s'il n'y a pas la définition d'une politique de développement mutuel, développement harmonieux à l'échelle de l'Eurasie, voilà qu'on peut d'étape en étape arriver à une situation d'affrontement, y compris militaire, y compris à une guerre thermonucléaire. Donc voilà ce qui se passe en Ukraine. Pourquoi on joue avec le feu? Parce que ces intérêts occidentaux, entre guillemets, on pourrait l'appeler du monde transatlantique, un monde est aujourd'hui en crise financière, en faillite. Donc ils sont portés à s'imposer à tout prix contre toutes les nations qui pourraient éventuellement leur résister. Et là, la Russie, d'un certain point de vue, la Chine représente une résistance. Donc il faut faire, de leur point de vue, sauter cette résistance et pouvoir pratiquer une politique qui est une politique de pillage financier, de piraterie à partir des paradis fiscaux dans le monde. Vous voyez, la Russie de Poutine, avec Sergueï Glaziev, qui est un de ses conseillers, voulait faire une politique de déoffshorisation, ramener les intérêts que les oligarques russes ont mis à l'étranger, de les ramener en Russie. Et voilà qu'en Ukraine, on essaye aussi un peu de contrôler les oligarques, qui ont leur argent aussi dans les paradis fiscaux. Donc du point de vue des intérêts financiers de la City et de Wall Street, ça ne peut pas se faire. Donc il lance l'offensive, il lance une provocation, et on vise au démembrement de l'Ukraine. Non, on sait bien, c'est une vieille histoire, qui est l'histoire qu'on appelle celle de Stepan Bandera, c'est-à-dire des mouvements en Ukraine qui ont en réalité commencé dès qu'il y avait les batailles du temps de Makhno, ce qu'on appelle la Makhnochina, et la cavalerie rouge de Boudienny contre les Blancs. Et à l'occasion de cette situation, l'Ukraine a voulu avoir un hetman, d'avoir une politique indépendante. Et dans les années 20, ça n'a pas pu avoir lieu. Et puis, on a recommencé, on a voulu cette politique-là, et à l'occasion de l'invasion nazie de l'Union soviétique, l'Ukraine faisait partie, Stepan Bandera a dit, eh bien, profitons que les nazis soient là pour faire une politique d'indépendance nationale. Et il y a eu une collaboration avec les nazis. Ces gens-là
ont éliminé des dizaines de milliers, certains disent 70 000 Ukrainiens, juifs et non-juifs d'ailleurs, mais beaucoup étaient juifs. Et ce mouvement de Bandera avait de forts accents antisémites, comme l'ont les mouvements actuels, et carrément arborant des insignes qui sont de celles de mouvements néo-nazis, et violents, et s'entraînant avec un entraînement paramilitaire et militaire, avec des gens, ils l'ont avoué eux-mêmes, qui viennent, pour certains, des Afghanis, c'est-à-dire l'armée qui s'est battue en Afghanistan, et d'autres qui viennent même de Syrie et qui ont reflué là pour constituer cette base, ce fondement. Il faut bien voir que Stepan Bandera, au moins après 1945, avait été pris en main par le MI6 britannique et avait été mis sous contrôle. Donc tous ces mouvements-là qui étaient dormants jusqu'à maintenant, tout à coup sont ressuscités, je dirais, pour créer une situation qui est celle dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Ukraine. Hollande endosse la politique de Nicolas Sarkozy. Nicolas et François, c'est la même politique, avec la même continuité, la soumission à, on dit les États-Unis, mais non, ce sont les intérêts financiers de ceux de Wall Street et la City qui contrôlent aujourd'hui les États-Unis. Et Obama représente ses intérêts. Et François Hollande va là-bas faire sa soumission et jeter par-dessus bord la politique étrangère qui était la nôtre depuis des dizaines d'années. On dit que c'est la politique gaulliste, mais c'est encore plus que ça. Donc la France devient tout à fait atlantiste et devient un poste avancé de l'OTAN. De plus, François Hollande, en passant, fait l'éloge du traité transatlantique de libre-échange, qui serait absolument nocif pour la France. Imaginons une situation où on aurait d'un côté ce traité transatlantique de libre-échange, et de l'autre côté un accord entre l'Ukraine et l'Union européenne. Il y aurait des intérêts agricoles, la production agricole de l'Ukraine, et une production des États-Unis qui venait concurrencer l'agriculture française. Ce serait la fin, alors que déjà l'Allemagne, qui a engagé des gens dans les pays de l'Est à des taux horaires d'emploi très bas, nous fait concurrence. Donc c'est un drame que ce traité transatlantique de libre-échange. Ce qu'a fait la Russie aujourd'hui pour empêcher cette désagrégation de l'Ukraine, c'est de promettre 15 milliards de dollars à l'Ukraine pour son développement et un rabais très fort du prix du gaz. C'était des conditions beaucoup plus généreuses que celles que l'Union européenne offrait dans son accord. Donc on est dans un monde à l'envers. Voilà qu'on prétend qu'on est généreux avec l'Ukraine alors qu'on ne l'est pas, et voilà qu'on prétend défendre la démocratie et les droits de l'homme, alors que ces insurgés qui sont à Kiev ou surtout à Lvov sont des gens qui sont antisémites et d'extrême droite et même néo-nazis. On n'a jamais tout dit sur une affaire comme celle-là, parce que ce qui est important, c'est de penser à l'avenir et de se situer dans le futur. Et ce futur, c'est quelque chose qui, pour la France, est de retourner à une politique d'indépendance nationale où on négocie dans son intérêt, non pas avec des régimes, mais avec des États. La France reconnaît des États, elle ne reconnaît pas les régimes. Quand on a reconnu la Chine de Mao Tse-tung, c'est parce qu'elle existait, c'est pas parce qu'on aimait Mao Tse-tung. Donc aujourd'hui, ça devrait être la même chose. On va faire un accord dans ce sens-là, et la paix pourrait être établie par un développement mutuel. Mais alors on verra, c'est pas le chemin qu'on a pris, et on est dans une situation qui aujourd'hui est extrêmement dangereuse. Et si on compare entre 1914 et aujourd'hui, on voit un point semblable, qui est la domination d'intérêts financiers d'une part, la faiblesse et l'absence de caractère, l'impuissance et l'incompétence des hommes d'État. Donc c'est ça qui est inquiétant.